Ah oui, c'est bon. Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci d'être si nombreux. Je suis sûr que ça n'a rien à voir avec les cascodeurs qui sont juste après. Bienvenue, je suis très content d'être là. J'étais là il y a 10 ans en tant que, pas speaker, en tant que conférencier. C'était très intéressant et je suis très heureux d'être là 10 ans après pour vous parler de DevOps. Je ne vous cache pas que démarrage de presse, j'aimerais bien retourner quelques temps en arrière où j'étais confiné pour pouvoir éteindre ma caméra et être tranquille. Mais en fait, non, c'était pas si bien que ça, parce que moi, j'étais confiné avec des enfants. Je sais pas qui est dans le même cas que moi. Qui était dans le même cas que moi, on n'est plus confiné. Ça, c'est ma team, ok? Et d'autres personnes qui étaient confinées aussi, sans enfants. C'est votre tour de lever la main pour que Guillaume repère aussi sa team. Voilà. Aucun jugement dans ce que je vais dire. Ce que je voyais passer parfois sur les réseaux ou sur les journaux télé, on allait interviewer les gens qui étaient confinés et les personnes sans enfants, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire de mes journées. Chanceux. C'est pas Comme le genre de la maison, je hein. sais, on est dans une conférence où on parle de passionnés, les gens ont bien utilisé leur temps. Mais je voyais ça. Et en fait, pourquoi cette intro? On est à ce moment-là avec deux populations qui vivent dans un contexte différent et du coup ont des besoins différents. Et faire échanger ces populations, ça peut être compliqué parce que les uns ne vont pas comprendre ce que vivent les autres. Entre ces deux populations, ce qui est en train de se créer, c'est un mur. Et ce mur, il a un nom, c'est le mur de la confusion. On va en parler pendant cette conférence sur pourquoi DevOps ne tient pas ses promesses. DevOps, ça fait un moment qu'on en parle. On en parlait au premier Devox, ne pas se tromper. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des choses qui sont en place. Certes, ça va dans le bon sens en partie. Mais ce qu'on voit en mission, il y a encore quelque chose qui manque, quelque chose qui nous paraît pourtant essentiel, qui est une des belles promesses du DevOps. Et on va en parler. Avant d'en parler, on aimerait bien vous connaître, savoir qu'est-ce que vous faites, qui vous êtes. Il y a un petit QR code à scanner, n'hésitez pas, faites-le. On va commencer à interagir comme ça. Ce sera plus sympa que vous faire lever les mains. L'idée, justement, c'est que vous puissiez nous dire qui vous êtes, quel est votre métier. À peu près 300 dans la salle. Moi, j'ai bien envie qu'on se fasse un petit kiff quand même. T'en Les penses quoi? 300. On est 300. Genre, si je vous dis Devox, quel est votre métier? Ouh, Ah ouh. ah. Magnifique. Et ça ne marche Et pas. ça ne marche pas, c'est super, c'était sans filet. Qui est dev dans la salle? À main levée. Passif dev. Ok. Ok. Qui est ops? Ah, super. C'est cool d'avoir les deux, du coup, les deux populations. Qui fait un autre métier que ce qu'on vient de citer? Intéressant. Si J'espère que ça vous allez marche, ça aussi se met à apprendre des jour, choses. ça se met à Ah, jour. c'est super, ça Ouais, marche ouais, quand même. ça marche quand même, c'est bon. C'est un effet des mots à moitié, c'est pas mal. Et donc on a principalement du dev, on a Ouais. des DevOps, on a un numéro. Super. Sauf qu'il y a Ok, quand on même- échange, à nous de nous présenter. Encore une fois, du QR code. La petite histoire, vous pouvez le scanner. On fait un petit jeu, on est plusieurs speakers de la même société. L'objectif, c'est comme des cartes Pokémon, c'est de nous collectionner. Si vous scannez ce QR code, vous avez en plus la version brillante. Moi, je suis à gauche, je suis Jérôme Aigron, je travaille chez Whiskel. Je suis Cloud Advisor chez eux, je fais du conseil. Alors, un peu comme McKinsey, hein, c'est pareil. On a vu les TJ, c'est génial. J'ai un passif dev, delivery manager et également manager tout court. J'aide les clients à aborder différentes problématiques, que ce soit organisation, souvent humaine ou technique. Je suis accompagné de Guillaume. Et donc moi c'est Guillaume Mathieu. Guillaume c'est mon prénom. Pas toujours facile. Des gens qui ont deux prénoms. Je travaille chez Whiskel également en tant que delivery manager. Je suis coach agile à la retraite parce que c'est plus bankable maintenant. Donc maintenant du delivery. Et donc c'est super cool. Je suis super content d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu de Whiskel brièvement. C'est une boîte qui a été donc créée en 2015, qui fait ses 7 ans dans 2 semaines. Ça regroupe un peu plus d'une cinquantaine de passionnés sur Paris, sur Nantes, en full remote. Et justement, notre ambition, c'est d'aider les entreprises à devenir cloud native. Et justement, sur plusieurs types d'offres. L'idée, c'est de pouvoir penser, construire et maîtriser tout ce qui est lié à de l'infrastructure et à du cloud globalement. En parlant de maîtrise en particulier, nous sommes également organisme de formation pour tout ce qui est lié à de la CI/CD, Cloud Native Dev et de la sécu dans le cloud. Si vous voulez en savoir plus, vous avez le lien du site training derrière le QR code là-haut. Oui, on fabrique des QR codes aussi. Ouais. De quoi on va parler pendant cette conférence? On va déjà partager nos constats en fait sur pourquoi, ce qui nous a donné envie de parler de DevOps devant vous.
On va aussi se revenir aux sources des promesses du DevOps. Pourquoi c'est intéressant, pourquoi on devrait tous avoir envie d'en faire. Ensemble, on va aussi s'accorder sur c'est quoi le DevOps, avec une petite définition commune. Avant, ensuite, faire une petite balade dans le passé. On va vous partager des expériences, des situations qu'on a vécues, et on vous en dira 2 mots. Et bah, on aura montré pourquoi, selon nous, ça ne marche pas. C'est super. Dire que ça ne marche pas, c'est facile. On va essayer de vous donner des astuces qui marchent pour nous. Tout ce qu'on espère, c'est qu'elles peuvent aussi vous aider pour réussir. Et enfin, on arrivera à la conclusion et au takeaway. Ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de vous parler des constats et des observations qu'on a pu faire sur le terrain, comme vous le disait Jérôme à l'instant. Vous avez déjà sûrement, probablement entendu parler du modèle CALMS si vous êtes intéressé un peu à DevOps. Ce qui est intéressant derrière, c'est justement de s'intéresser au... c'est un moyen mnémotechnique hein, derrière l'acronyme, tout ce qui est lié à de la culture, à de l'automatisation, à de la pensée, Lean également, la partie mesure qui est hyper importante, et la partie partage qui est essentielle. Ce qu'on observe généralement quand on va dans des entreprises pour faire du conseil, c'est que malheureusement, on se focalise beaucoup sur la partie outils, automatisation, mettre des choses en place, et qu'en fait, on oublie tout ce qui est un petit peu en fil rouge derrière ce modèle, tout ce qui est lié à du partage, de l'échange, de la collaboration. Tout ce dont on va parler pendant ce slot, on ne parlera absolument pas de technique. On va s'intéresser justement à tous les autres aspects pardon, qui font que justement on pense aujourd'hui que DevOps ne tient pas ses promesses. Et en parlant de promesses, quelles sont les promesses à la base qu'on a derrière DevOps? Généralement, il y a 3 éléments vachement importants qu'on veut mettre en avant. C'est d'optimiser la valeur qu'on veut donner à nos utilisateurs, livrer plus vite, alors pas forcément de moins bonne qualité, mais ça c'est un autre débat. Et puis surtout, favoriser la communication. Comme vous pouvez le voir, c'est un GIF qui le montre. Voilà, on est vraiment dans de la collaboration intelligente et bienveillante. Du coup, c'est la rend génial. Je comprends pas pourquoi ça peut coincer. Tiens, un mur. Historiquement, l'équipe Dev et l'équipe Ops ont des métiers différents et des objectifs différents. Le Dev va vouloir faire évoluer son code pour apporter de nouvelles fonctionnalités. Avec l'agilité, en plus, on le pousse à le faire de plus en plus souvent et en plus à les livrer en prod plus en plus souvent. Là, mon Dieu, il va rendre instable la production. Donc de l'autre côté, le métier et l'objectif de l'Ops, c'est plutôt de stabiliser cette infra de run, de faire en sorte que ça soit stable, que ça réponde toujours et qu'il n'y ait pas de stress ou autre. Donc forcément, 2 populations qui d'un seul coup commencent à avoir des objectifs qui vont se rentrer en fait l'un l'autre. Quand l'Ops voit le Dev arriver avec toutes ces évolutions et tout, pour lui, il voit un risque. À l'inverse, le Dev, quand il voit que ça pousse pour aller jusqu'à la prod, il devient frustré. C'est dommage. C'est pas mal d'aligner en fait les 2 équipes. Justement, c'est ça le truc, c'est que si tu nous dis que le problème c'est les objectifs, si on les alignait, ce serait peut-être pas plus simple. Assez vite, du coup, on se met à dire que l'objectif pour les 2 équipes, c'est de focus sur le produit pour qu'il soit amélioré, comme l'a dit les trois promesses, améliorer le produit, la qualité du produit et régulièrement en prod. Ok, l'objectif se met à être partagé. Pour ça, on met du tooling, ça commence à plutôt bien marcher. Et on dit qu'il faut collaborer. On le dit, mais ça, c'est pas si simple en vrai. C'est là où ça commence à coincer. Justement, c'est notre constat, hein. On a passé donc les observations. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on parle un lexique commun, et donc c'est bien de se mettre d'accord sur une définition commune. Ce qu'on va vous proposer, avec potentiellement un autre effet démo, parce qu'on aime bien vivre dangereusement, c'est qu'on co-crée justement cette définition ensemble. Justement, en collaboration, vous voyez, vous, nous, tout ça, on n'est pas de one team, tout ça, c'est génial. Vous aurez 2 réponses possibles. Soit c'est DevOps, soit c'est pas DevOps. On va vous proposer des mises en situation, peut-être certaines qui sont un petit peu stéréotypées. L'idée, c'est de vous faire participer un vendredi en fin d'après-midi. On y va? Vas-y. Tu La... vas aller trop vite. Ouais, vas-y, c'est pour ça. C'est bon. Ouais. C'est bon. Ah, QR code. Un QR code. Allez-y, go, go, go. Inscrivez-vous. C'est un peu le même principe que Kahoot, sauf que là, ça permet d'être intégré dans la presse. On va espérer que. Et on récupère des blazes en même temps, c'est vachement cool. On voit qu'il y a Batman dans la salle. Batman, génial. Il y a Batman. Il y a Q. Il y a un Guillaume, c'est une bonne idée. Allez, ça commence à se stabiliser. Je vous laisse encore 5 secondes et on y va. Parce que mine de rien, il y a un timing.
Allez, Je vois qu'il y a des messages subliminaux qui passent aussi par les noms. C'est bien. Première mise en situation. Je vous propose dire aux ops, mon build Jenkins ne fonctionne pas. Est-ce que c'est plutôt DevOps ou est-ce que c'est pas DevOps? Vous avez 25 secondes Ouais, mais ça ne bouge pas. pour répondre, sauf si tout le monde a répondu entre-temps. Il vous reste 5 secondes. Suspense incroyable. Hop. Pour nous aussi. Hein. Ouais, ça fonctionne. Super. Alors, ça marche. Pas DevOps. Plutôt pas DevOps. On est sur un 70-30, Jérôme. Pas DevOps, c'est la bonne réponse en effet. Pas DevOps, parce que là, tout de suite, mon build Jenkins ne fonctionne pas. Tout de suite, ça, on arrive en mode consommation de quelque chose, ça n'encourage pas forcément la collaboration. Arriver avec ça marche pas, tu me le répares, c'est plutôt ça que vont ressentir les équipes. Attention, quand les exemples sont orientés dev ou ops, ça marche pas dans les deux sens. Hein. Deuxième mise en situation. Normalement, elle devrait s'afficher chez vous. Prévenir l'Ops le matin qu'il y a un déploiement en prod à faire. Est-ce que c'est plutôt DevOps? Est-ce que c'est plutôt pas DevOps? 15 secondes restantes. Je pense qu'il y a des gens qui doutent. Il y a un piège. Moi, je pense qu'il y a enfin, ouais, peut-être. Allez, en 5 secondes. Non, mais je vois que ça génère du débat, c'est cool. Allez, la DevOps, 77%. Ouais. On commence, tu vois, c'est-à-dire que 70%, ça va dans le bon sens. C'est en effet pas DevOps. Déjà, pourquoi l'Ops a besoin d'être prévenu qu'il y a la mise en prod? C'est pas forcément à lui de le faire quand on arrive DevOps, dans un esprit DevOps. Et surtout, ou alors on a voulu le prévenir pour lui dire, tiens, attention, peut-être y avoir de l'instabilité sur la prod. Du coup, c'est une bonne pratique de prévenir. Prévenir le matin, ça par contre, c'est pas cool. Encore une fois, frustration générée. On veut plutôt que les gens puissent anticiper et mieux s'organiser. Troisième mise en situation, demander de faire un ticket Jira pour chaque tâche. Celle-là, c'est ma spéciale, hein, c'est pour ça que je suis plus coach agile aujourd'hui. Est-ce qu'on est plutôt sur du DevOps, sur du pas DevOps? Qu'est-ce que t'en penses, toi, G? Moi, j'hésite. Toi, t'hésites? Jira, à chaque fois. Jira, c'est quand même vachement cool comme Jira, c'est DevOps, quoi. Moi, j'aime bien, moi, je trouve ça sympa. Ouais. Ça n'intéresse que moi. Jira, c'est agile, c'est DevOps, c'est tout. D'ailleurs, c'est marqué, il y a des plugins. C'est QA. Allez, on est sur un 33-67. Il y a la question se pose. Hein. C'était pas DevOps. En fait, ce qu'on va vouloir générer dans la partie... Il y avait un piège. Hein. Là-dedans, c'est si vous communiquez seulement par des tickets, ça va pas. On veut collaborer, donc on veut d'autres moyens de communication. Idéalement se voir. Bon, compliqué, ok. En backup, un moyen de communication pour échanger de manière communautaire, genre un Slack, un Teams ou autre, pour justement favoriser des échanges et pouvoir, en one-to-one ou équipe à équipe, échanger. On garde le ticketing Jira, bien sûr, hein, c'est important de tracer par contre ce qui se passe. C'est exactement, on garde une trace et ça a du sens, ça n'a pas de souci. Allez, on est sur la dernière ligne droite. Utiliser un logiciel de contrôle de version. Est-ce que c'est DevOps? Est-ce que c'est pas DevOps? On arrive sur des trucs un peu obscurs. Moi, je pense que ça va être plus équilibré. Je sais pas. Moi, je dis 50-50. Prédiction. Je dis 25, 75. Ce qu'on appelle de influencer, c'est de la manipulation bienveillante. Des gens de BetClick dans la salle, on pourrait leur demander comment on pourrait parier. DevOps, ouais, joli. Ah, bien. Ah, ok, ouais. Ok, c'est DevOps en effet. On commence à mettre en commun le code applicatif, les scripts aussi d'infrastructure, mais surtout, c'est l'outillage de base. Là, on commence à parler outils, mais ça va être quasiment la seule fois. Pour après, automatiser du déploiement, de l'intégration continue, s'outiller sur toutes ces problématiques. Ça sera c'est l'ultime, c'est la dernière. La plus sympa. Incriminer l'équipe responsable du dernier bug en prod. Alors le choix des mots est fait avec intelligence, hein, on a réfléchi vraiment. N'y voyez pas une volonté de vous influencer derrière le mot incriminer. On a visité avec pendre, mais c'était... Non, c'est pas cool, ça on fait pas ça. Mais est-ce que c'est DevOps? Est-ce que c'est pas DevOps? Il y a un problème légal. Et là, on a 100% de... Il y en a 6%. Il y a quand même quelques trolls dans la salle, c'est cool. J'apprécie, j'aime le style. Tiens, il y a le leaderboard, c'est plein de surprises. Bravo. Il y en a plusieurs qui ont eu full réponse, c'est super. Ouais. Non, c'est pas DevOps. Ce qu'on cherche à faire, c'est de l'amélioration continue. Des erreurs, il va y en avoir. Au contraire, c'est une bonne occasion de rebondir dessus, de la corriger.
de faire en sorte qu'elles ne se répètent pas. On a droit à l'erreur, on n'a pas le droit que les erreurs se répètent. Mais par contre, c'est un bon moyen du coup de travailler ensemble pour pas que ça se reproduise. Tout à fait. L'idée, c'est, alors derrière le petit jeu, c'était bien sûr de vous faire passer certains messages et surtout de commencer à se dire on va arriver sur une définition alors qu'il n'y a pas la volonté, la prétention d'être exhaustive, mais plutôt dans une démarche pédagogique, si c'est quelque chose avec lequel vous n'êtes pas forcément à l'aise. Ce qu'il faut retenir, je pense, et qu'il y a vraiment de la valeur là-dedans, c'est de se dire que c'est vraiment, il y a une question d'état d'esprit, de culture. C'est quelque chose qui est important, en plus des pratiques techniques. Forcément, vous allez voir le parallèle sur les pratiques techniques. Il y a bien sûr la partie automatisation, mais sur la partie état d'esprit et culture, ce qui va nous intéresser, c'est comment est-ce qu'on va gérer de la communication, comment est-ce qu'on va gérer de la collaboration, de la coopération entre des gens qui, historiquement, comme le disait Jérôme tout à l'heure, n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Et c'est là où je vais insister un petit peu, pendant tout le workflow de réalisation. C'est-à-dire que on n'est pas là pour collaborer quand on a besoin les uns des autres. C'est plutôt de se dire, pendant toute la chaîne, de la conception de certaines idées à la mise à disposition auprès des utilisateurs finaux, il y a de la valeur à échanger, à avoir des points de vue différents. Et justement, il faut trouver des occasions pour pouvoir mettre tout ça en place. Balade empirique, c'est mon côté poète. On aurait pu mettre Rex, mais c'était quand même un peu moins fun. On va rentrer dans la partie où justement on va vous donner des petits trucs et astuces. Alors très humblement, l'idée c'est pas on n'a vraiment pas la prétention d'avoir la vérité. C'est plutôt de vous dire, on a essayé des choses, il y a des trucs sur lesquels on s'est planté. Là en l'occurrence, on va vous mettre en avant les trucs sur lesquels on s'est plutôt pas planté. Quelqu'un a déjà vu ce genre de choses? Alors ouais. C'est une recette de cuisine. Un peu. Non, c'est juste savoir quel est le niveau de détail. Alors, pour les personnes qui me connaissent un peu, je suis pas forcément un grand aficionados de tout ce qui est safe. Néanmoins, c'est le framework d'agilité à l'échelle qui est le plus utilisé pour deux raisons principalement. C'est le plus documenté. Il y a des formations qui sont cool, qui permettent d'avoir des badges. Un peu comme les Pokémon. Néanmoins, ce qui est intéressant dans le contexte et ce qui nous intéresse, c'est dans cette grande big picture de tous les rôles et des personnes qui travaillent ensemble. Les ops, globalement, ils se trouvent dans le petit rond rouge qu'on a dans la system team. L'idée, c'est d'avoir une équipe qui va s'intéresser à ça. Pourquoi est-ce que je vous parle d'agilité à l'échelle et de safe en particulier? C'est pour introduire la partie dont le premier exemple dont va vous parler Jérôme. Mais c'est surtout aussi pour dire qu'il y a des choses qui sont bonnes dans safe. Vous pourrez enregistrer ces propos. Safe, en gros, préconise justement la mise en place d'une système team, et les trois objectifs en fait, qui sont derrière sont quand même vachement intéressants. Il y a vraiment une question d'alignement sur des objectifs communs, d'homogénéisation, tant dans les bonnes pratiques que dans les outils, et ça, à l'échelle justement d'un train, ça a de la valeur. D'expérience, par contre, si on a une système team qui est totalement décorrélée des équipes de réalisation, c'est un petit peu compliqué. Et donc il vaut mieux avoir des interlocuteurs privilégiés pour pouvoir travailler au quotidien avec les équipes et faire en sorte qu'il y ait le lien dont on parlait tout à l'heure. C'est à moi. Petit retour d'expérience en effet. Avant, soit en tant que dev, soit en tant que tech lead, j'ai été du coup plusieurs fois dans cette organisation, dans une équipe de dev. Ce qu'on voit à chaque fois, de plus en plus, c'est que le côté usine logicielle, outillage, s'est mis en place et ça commence à être bien fait. La partie aussi infrastructure avec l'infra as code, donc du Terraform, du Ansible, que sais-je d'autre, CloudFormation. Pareil, on commence à le voir de plus en plus. Ça, c'est bien. Le problème, c'est qu'on l'a vu sur l'IRAM, le système team est assez isolé. Et du coup, comme l'outillage est mis en place, il n'y a plus besoin de collaborer. Donc, il y a un risque de silo qui se forme. Parce que on n'est pas obligé de les voir, ce qui est dommage. Je vais faire mon petit père castor. Boomer. Petite histoire, il y a quelques temps, pareil, je suis dans cette organisation, je suis tech lead d'une équipe. Niveau outillage, tout va bien. On a même un Teams ou Slack, je ne sais plus, sûrement un Slack pour échanger avec l'équipe système. Et on se retrouve avec une autre équipe à devoir travailler sur l'amélioration de la construction d'images Docker. Les deux équipes travaillent en parallèle. Il se trouve que l'autre tech lead commence à échanger avec l'équipe Ops. Au début, il y a des échanges, ça marche bien.
ça marche plus, et il n'y a plus de retour. J'arrive, pareil, je ramène ma petite pierre à l'édifice, l'échange reprend. Au final, on s'en sort, on a les réponses, on se rend compte de nos erreurs, et on arrive à s'en sortir, à la solution. Moi, je m'interroge quand même sur pourquoi à un moment le dialogue s'est arrêté entre l'équipe de dev et les ops. Chance, je suis un mec sympa, j'ai des amis. Il se trouve que j'ai quelqu'un que je connais qui est aussi dans l'équipe ops, en sous-marin, je questionne. Comment ça se fait que le dialogue a été rompu et autres? Et là, on m'explique, en fait, quand les devs viennent nous voir, souvent, la plupart du temps, on a l'impression qu'ils viennent justement pour qu'on fasse le job à leur place. Ok, qu'est-ce que j'ai fait de différent pour que vous vous mettiez à m'aider moi? Tu es venu en montrant que tu avais creusé le sujet, et du coup, on s'est dit, ok, on va t'aider. Je peux pas dire de gros mots, c'est un détail, mais vraiment un super détail. Mais pourtant, c'est là que ça se joue. En plus, à ce moment-là, on est en remote, donc ça passe par l'écrit, donc tout ce qui est échange, relation humaine, c'est encore plus compliqué. Mais c'est à ça qu'il faut s'attacher, c'est ça qu'il faut garder en tête, parce que du coup, pour le coup, on a pu travailler ensemble et on a pu résoudre notre souci. Et c'est ça qui a de la valeur, c'est cette intelligence collective. Changement de contexte, changement un peu d'organisation, ça m'est arrivé qu'une seule fois, mais on avait un ops qui était intégré avec nous dans l'équipe de dev, à mi-temps, dans le sens où il était l'autre partie de son temps, du coup, avec l'équipe transverse. Ce qui est pas mal, du coup, pour le côté, on peut se dire, tiens, du coup, il n'y a plus de silo, l'échange se fait entre les équipes, c'est organisé, et en plus, il est avec nous pour vraiment nous aider, on peut collaborer. Le risque avec ça, je l'ai quand même mis, il y a encore en risque la formation de silo. Pourquoi? Parce qu'on peut assez vite tomber dans la simplicité, ou parce qu'on n'a pas le temps, de se dire, on a un sachant avec nous, du coup, toutes les tâches qui le concernent, on va lui filer. Et du coup, on peut se dire qu'il n'y a plus de silo, mais si, on crée de nouveau un silo, et on ne profite pas encore de cette collaboration. L'autre risque pour lui, hein, pour la personne du coup qui vit ça, c'est qu'elle est dans deux équipes à la fois. Donc après, il faut savoir gérer. Il y a sûrement aussi des objectifs qui vont être potentiellement sans rentrer dedans. Donc à lui après de gérer son timing et de ne pas se laisser emporter. Quand on en discute encore de cette histoire avec les participants de l'équipe, pour tous, Ops et Dev, c'était la meilleure expérience DevOps. Ça s'est joué parce qu'on a fait du team building. Ouais, on a été boire des coups tous les soirs, c'est ça le team building. Team building, pour moi, le meilleur team building, c'est de travailler ensemble. Et il se trouve qu'il y avait des tâches particulières sur tout ce qui a été script. On faisait de l'AWS à l'époque et du coup du cloud formation. Tout ce qui a été script cloud formation, ça a été fait en pair programming, l'Ops et le Dev. Chacun du coup a amené sa connaissance, lui de tout ce qui est réseau, parce que vraiment, j'ai toujours du mal avec ça, je ne piche pas. Et moi, du coup, les compétences autour du développement. Et du coup, en travaillant ensemble, on se connaît aussi. Les déploiements, on les a fait ensemble, soit lui, soit moi après, ça a changé. Mais voilà, ça marche. Et du coup, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est pour commencer à mettre en place des moments de collaboration, il y a en plus des tâches qui s'y prêtent vraiment, comme tout ce qui va être scripting autour de l'infra ou l'outillage autour de la CI/CD. Mettre une slide sur monsieur ou madame DevOps. On voit parfois des gens qui arrivent dans les organisations qui ont le rôle monsieur ou madame DevOps. Bonne ou mauvaise pratique, encore une fois, c'est dans les détails que ça se joue, ça va dépendre. Si la personne, premier risque, c'est qu'on voit quelqu'un arriver avec le titre DevOps, on va se dire, c'est bon, c'est son affaire le DevOps, ça va déresponsabiliser les équipes. Forcément, mauvaise pratique. Oui, j'ai un appel en même temps. Ouais. C'est qui? C'est l'Ops qui dit que je fais de la merde. C'est ça. Bonne pratique, par contre, si à la place, il se met bien dans une posture de facilitateur, d'encourager des moments d'échange et pourquoi pas peut-être de les animer, ça peut avoir du sens d'avoir parfois un animateur qui sera neutre, qui ne sera pas dans l'affect, potentiellement après un problème, pour vous aider. Là, ça peut être bien. Et s'il garde en tête qu'au bout d'un moment, il doit disparaître pour laisser l'équipe prendre toute la mesure du DevOps, là, c'est parfait. Premier takeaway, il y en aura un autre un peu plus tard, mais là, il y en a un premier, parce qu'on a eu pas mal d'histoires, il y a déjà quelques enseignements à tirer. Finalement, l'organisation, on l'a vu, elle n'impacte pas vraiment dans le fait que DevOps s'installe ou pas. Et surtout, il n'y a pas d'organisation DevOps. L'organisation, elle peut avoir par contre un effet de nuisance si jamais les silos ils sont là et ils sont bien là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de les parler aux ops, là on se fait tomber dessus, et inversement les ops parlent aux devs, quelqu'un nous tombe dessus, là l'organisation devient une nuisance. Par contre, ce qu'on a vu dans les différents Rex, là où ça fonctionne, c'est quand on fait le premier pas pour collaborer, pour aller travailler ensemble. C'est vraiment le côté humain, comment on gère nos relations humaines. C'est une super transition, au cas où vous n'aviez pas compris là où on voulait en venir.
Ça vous dit quelque chose, ça? Individu, Non. interaction, process, outils, des trucs. Manifeste agile, ouais. Ouais. Bah justement, en fait, on est en plein dedans. C'est ça qui est cool, c'est comment est-ce qu'on remet les interactions et les individus au centre de nos préoccupations. Ça ne veut pas dire, et c'était déjà le cas au niveau du manifeste, hein, que les process et les outils, ça n'a pas de valeur. C'est pas du tout ça. C'est qu'on va préférer justement mettre en avant les individus et leurs interactions. Je vais vous parler un petit peu de confiance, parce qu'en fait, ça joue aussi. On parlait tout à l'heure avec Jérôme des objectifs qui pouvaient être divergents. Moi, ce qui me semble important, c'est si vous êtes amené à travailler dans ce genre de cadre, où vous devez avoir des interactions entre des devs, des ops, des QA, peu importe, des personnes qui n'ont pas forcément le même métier de base, c'est comment est-ce que vous faites pour créer un cadre de travail qui soit à la fois respectueux et bienveillant. C'est pas des mots en l'air en fait. On parle beaucoup de bienveillance à tout va, mais pour le coup, c'est quelque chose qui est hyper important parce que ça va nous permettre d'avoir des relations qui vont être saines au quotidien. Premier point, intéressez-vous aux faits. Ramenez des éléments factuels quand vous avez des choses à échanger avec d'autres personnes. Comme ça, vous pourrez parler le même langage, le même lexique. Deuxième point, respectez l'expertise des uns et des autres. C'est pas parce que vous ne faites pas le même taf que vous n'avez pas forcément de bonnes interactions au démarrage, que la personne, elle est naze. Au contraire, elle a aussi ses expériences, son passé, et c'est des choses qu'il faut respecter. Néanmoins, dans un contexte où on a des interactions sociales et où on a de la communication, les maladresses, ça existe. Donc ça peut être de la maladresse de communication. Ne pensez pas, parce que le premier abord, et même si le premier échange peut parfois être déterminant, il peut y avoir quand même des maladresses. Donc soyez indulgents aussi vis-à-vis des gens avec lesquels vous travaillez. Adoptez une posture adéquate en fonction des échanges, des personnes que vous allez avoir en face. C'est hyper important de savoir comment aborder les choses, comment échanger avec les personnes. Prenez en considération les frustrations des uns et des autres. On fait un métier, vous faites des métiers. On a vu qu'il y avait pas mal de devs ou de personnes qui faisaient de l'infra dans la salle, c'est normal à Devox, choquant. Vous avez des frustrations au quotidien, ce qui peut forcément avoir un petit impact de temps en temps sur votre morale. Pensez, en tant que dev, aux gens qui sont en bout de chaîne et à qui on balance des trucs par-dessus un mur de la confusion parce qu'on ne parle pas le même langage. Forcément, être en bout de chaîne, ça a aussi des impacts et c'est frustrant. Et donc, il faut aussi, là encore, mesurer les choses. Un point qui est hyper important dans un cadre professionnel, mais qui pourrait être aussi valable dans un cadre personnel, faites preuve d'exemplarité. C'est-à-dire que si vous voulez avoir des interactions saines avec les gens, bah, soyez sain déjà de base, c'est cool. Adoptez une attitude positive. Je ne citerai pas Laurie, c'est pas le plan. Soyez cohérent entre vos paroles et vos actes. Si vous voulez justement réassurer, faire en sorte que vous soyez des personnes fiables, assumez, faites ce que vous dites et dites ce que vous faites, c'est important. Coopérez au plus tôt et trouvez tout un tas d'occasions de le faire pour pouvoir commencer à échanger, créer du lien. Là encore, on est dans une démarche où, comme le disait Jérôme tout à l'heure, le meilleur moyen, le meilleur team building, c'est de bosser ensemble. On parlait tout à l'heure avec le petit jeu d'anticiper les contraintes au plus tôt pour mieux s'organiser, mieux échanger. Tout ça, ça va permettre de créer de la dynamique, du lien, et ça, c'est des choses qui sont vachement importantes. Le dernier point, pour moi, c'est celui qui est le plus important. Cherchez pas à changer le comportement des autres. Vous n'y arriverez pas. Les gens, ils décident de changer, ou ils décident de ne pas changer. Par contre, si vous êtes exemplaire dans votre comportement, que vous êtes positif, que vous êtes sain, c'est des choses qui vont peut-être par mimétisme faire en sorte que les choses se passent au mieux. C'est hyper important parce que c'est très facile de jeter le bébé avec l'eau du bain et de se dire c'est de la faute des ops, c'est de la faute de la QA, c'est de la faute de X ou Y. Des devs, potentiellement, j'ai entendu. Mais soyez vraiment dans une dynamique où vous voulez faire les choses proprement, c'est hyper important. On a commencé à donner quelques astuces. On va aller encore plus loin dans la partie concrète, où les choses qui vont être vraiment très applicables. Encore une fois,
Pour nous, ça a fonctionné. J'espère que ça marchera aussi pour vous. C'est pas garanti. Venez pas nous voir, ça marche pas. La grande idée, hein, c'est de profiter des différentes opportunités qu'on a au quotidien pour collaborer, comme les Tortues Ninja. Une pizza, on invite les ops et les devs, entre autres. Je parle de pizza parce que pizza team, parce que Ouais, beaucoup d'astuces qui vont tourner autour de Scrum. Ouais, clairement, en fait, l'idée, c'est la plupart du temps, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'assez répandu de faire du Scrum. Soyez opportuniste pour créer des occasions de travailler ensemble et donc de pouvoir mieux collaborer. Ce que je vous propose, et ça c'est basé vraiment sur ce que nous on a vécu hein, dans des accompagnements sur des transfos ou autres, hein, c'est dans un premier temps de commencer par les sprint review. Inviter vos mecs qui font vos ops au review, ça va leur permettre de gagner en visibilité sur ce qui a été fait, de commencer à échanger. Il y a des petits trucs et astuces dans la partie que je dirais bleu céladon à peu près, ou turquoise, je connais pas trop les couleurs. Justement, une sprint review, ça contient potentiellement une démo, mais je veux surtout mettre l'exergue sur le troisième point, c'est le fait de travailler sur les projections et les échanges. C'est hyper important dans une review. Une review, c'est pas qu'une démo. Message comme ça, envoyé. Ensuite, vous pouvez enchaîner avec les sprint planning. L'idée, c'est, quand on disait, collaborer au plus tôt. C'est cool de donner de la visibilité sur ce qui va arriver dans un sprint pour que, justement, si vous êtes sur des créneaux où vous livrez à la fin de chacun de vos sprints, normalement, il devrait y avoir quelque chose de shippable, normalement, justement, que les ops aient de la visibilité sur ce que va contenir cet incrément de produit, ça a du sens. Ça permet aussi de se coordonner au plus tôt, d'éviter de les prévenir le matin pour le jour même. Ensuite, et là c'est potentiellement quelque chose que j'ai souvent vu, c'est d'inviter tout le monde en stand-up au démarrage. Moi je pense qu'il faut avoir fait les étapes précédentes avant, parce que si on invite tout le temps tout le monde au stand-up, les gens ils savent pas trop quoi faire en stand-up, et donc ils ont l'impression de perdre leur temps 15 minutes tous les jours, d'autant plus que les stand-up ça dure jamais 15 minutes généralement. Mauvaise pratique. Là, quand vous aurez commencé à créer du lien, donner de la visibilité, vous pourrez commencer à intégrer peut-être une fois, deux fois, trois fois par semaine les différentes personnes à vos stand-up. Et là, justement, vous pourrez commencer à travailler sur quelque chose qui est hyper important, c'est la levée des obstacles. C'est comment est-ce qu'on travaille ensemble pour faire en sorte que les choses s'améliorent. Backlog refinement, ça parle à tout le monde. Il y a des ayatollahs qui pensent qu'il ne faut pas faire de refinement et que tout doit se faire dans sprint planning. C'est bon, on parle entre gens bien, c'est bon. On fait des backlog refinement, on les dissocie du sprint planning, on ne prend pas en otage une équipe pendant 4 heures en début de sprint, c'est interdit par la loi. On va plutôt se focaliser sur des refinements où on va avoir des objectifs avec des vrais sujets qu'on veut pousser. Et justement, ça permettra de préparer en amont ces refinements et donc de savoir quelles sont les personnes nécessaires et suffisantes pour pouvoir dépiler les sujets. Ce sera l'occasion aussi de commencer à bosser avec des ops à ce moment-là. Et enfin, maintenant que vous avez une équipe totalement pluridisciplinaire et autonome, justement, donnez-lui les clés aussi de l'amélioration de ses modes de fonctionnement et du fait de trouver des axes d'amélioration. Invitez tous les participants à la rétro pour que justement toutes les personnes puissent être vraiment acteurs de cette démarche d'amélioration continue. Vous avez vu sur les 5 derniers slides où je vous ai parlé des 5 teufs, hein, les participants, c'est tous les mêmes. On parle de DevOps, principalement dans Stalk, mais il y a des personnes qui sont des parties prenantes, qui sont extérieures, potentiellement, si elles ont de la valeur ajoutée, invitez-les à vos teufs pour travailler ensemble. Ça, c'est cool. On a vu la collaboration au moment où ça se passe bien. Il y a un moment aussi où ça va être le feu. Sûrement peut-être en prod, j'espère pas, peut-être ailleurs. Et en fait, c'est quand il y aura des problèmes, c'est là où les vieilles habitudes peuvent revenir au galop, commencer à se taper dessus, à rejeter la faute sur l'autre. En fait, ça également, c'est des super moyens de transformer ça en opportunité de collaborer. C'est l'occasion du coup de réinstaurer ou d'instaurer la confiance. Mais en fait, il ne faut pas hésiter quand il y a un souci. On a pris l'exemple de la prod qui est en feu. J'espère qu'il y aura d'autres soucis. Hein. Mais pour chaque problème que vous rencontrez, posez-vous, faites des post-mortem pour ensemble trouver la root cause, collaborer, faire encore une fois activer cette petite intelligence collective et surtout faire en sorte que cette erreur, elle ne se reproduise pas. On l'a dit, on a le droit de faire des erreurs, on n'a pas le droit de les répéter.
L'important aussi, c'est pour vous aider, il y a des formats en plus qui existent. Il y a les 5 why, où on se pose plusieurs fois la question de pourquoi, pour arriver à quelle est la root cause et résoudre cette root cause, et pas les problèmes en surface. Il y a aussi le format A3. Ça, c'est des formats qui vont vous aider du coup à faire du problem solving. L'important, c'est de les maîtriser. Si vous ne les maîtrisez pas, l'important, c'est aussi d'appeler quelqu'un qui est compétent sur le sujet, justement, qui sait les animer. Pourquoi pas le monsieur ou madame DevOps, si vous en avez un, c'est l'occasion. Il revient. L'avantage aussi, c'est que cet animateur externe, il sera neutre. Limite, appelez-nous. Nous, on adore les conflits. Enfin, j'adore. Ça dépend lesquels. On va aller même un peu plus loin, parce que A3, 5Y, ça ne parle pas. On va faire un petit focus du coup sur le Ouais. A3 avec Guillaume. En gros, l'idée, c'est que c'est pour ça que j'ai arrêté d'être coach agile. Hein. Je ne suis pas ce qui a marqué dans le bouquin. Je pense qu'il y a des bonnes choses à prendre dans toutes les boîtes à outils. Et justement, typiquement, ce genre de template, vous en trouvez partout sur Internet. Hein. Mais bon, l'idée, c'est vraiment de se focaliser de toute façon sur le même genre de problématique, c'est de définir un objectif concret, déjà, quelque chose d'activable pour la réunion, parce que les réunions qui durent des plombes et dont on sort rien, je pense que vous connaissez dans la salle. L'idée, c'est de clarifier ensemble la problématique. De toute façon, c'est toujours les mêmes thématiques, hein. C'est un canevas, hein, donc il y en a de différentes manières, de différentes formes, pardon. Définir ensemble et bien être sûr qu'on est tous d'accord sur l'impact qu'a eu le problème directement qu'on a rencontré, analyser les causes profondes, justement pour éviter que les choses ne se reproduisent, mettre en place des mesures. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure en Calms, il y avait un M, mesure, il y avait des trucs comme ça. Tout est lié en fait depuis le début. Pour éviter que les choses se reproduisent, mettez en place des indicateurs, c'est hyper important. Rationaliser les choses, on repart sur les faits. Vous voyez toute la boucle qui est en train de se boucler dans ma tête, c'est bienvenue dans mon cerveau. Mais surtout, ce qui est cool avec ce genre de canevas, c'est de définir de nouvelles normes de travail qui vont permettre à l'équipe d'être maître de ces modes de fonctionnement et surtout d'être plus efficace par la suite. Comme le disait Jérôme en intro, il y a eu pas mal de choses, et donc là, c'est des éléments qui peuvent vous paraître très logiques dans un contexte où on peut travailler avec des équipes colocalisées et autres. Il nous a semblé important de faire un petit focus néanmoins sur les modifications de ce qu'on pouvait faire pour travailler en remote. On a dit trucs et astuces, on vous donne des billes de ce qu'on a fait et qui a un peu marché. La première règle, c'est changer rien, c'est-à-dire que tout ce qu'on a dit avant, c'est valable aussi en remote. Alors ça ne va pas prendre la même forme, pas forcément, mais si vous voulez créer du lien, de toute façon, vous allez avoir des points formels avec les équipes, c'est hyper important. Ne négligez pas l'informel, c'est-à-dire qu'avant vous alliez boire des cafés à la machine à café, ça ne vous empêche pas de vous faire un petit goûter café avec vos collègues, c'est cool. Prenez du temps après vos rétros. Vous avez bien crevé les abcès, vous êtes bien mis sur la tronche pendant la rétro. Prenez un peu de temps derrière pour échanger et faire en sorte que la pression retombe. Faites des jeux le midi, mais en tout cas prenez le temps de mettre en place des occasions qui vous permettent d'échanger. En plus, aujourd'hui, on a pas mal d'outils qui nous permettent de travailler à distance. Il y a pas mal d'outils qui permettent d'avoir des tableaux blancs numériques qui permettent de faire de l'idéation. Donc, ce n'est pas un problème d'outils, clairement, de pouvoir créer des moments d'échange. 3 petites règles. 3 personnes avec qui j'ai déjà bossé dans la salle qui sont, pour le coup, qui pourront attester du truc. La ponctualité, c'est quelque chose d'essentiel. C'est une question de respect. On parlait d'exemplarité un peu plus tôt. Soyez ponctuels aux réunions. C'est la base. Mettez vos caméras. Alors ça va peut-être faire un peu débat, mais en tout cas, vous passez du verbal, mais vous passez du non-verbal aussi avec une caméra. Donc c'est hyper important d'avoir les deux aspects. À distance, la règle des 2 pieds existe aussi. Qui connaît la règle des 2 pieds? Okay. Et dans ta gueule. La règle des 2 pieds, je vais donc l'expliquer vu que tout le monde n'était pas au taquet. C'est le principe de se dire, si j'ai pas de valeur ajoutée dans une réunion, que je n'ai rien à y faire, je ne viens pas, ou je m'en vais. Alors, quand on est à distance, prévenez l'organisateur de la réunion que vous ne viendrez pas et que, de fait, vous n'avez pas de valeur ajoutée, parce qu'ils ne vous attendent pas pour démarrer, parce que, rapport à la ponctualité qu'on évoquait tout à l'heure. T'as oublié le plus important, quand même. Mettez un slip, parce que le pantalon, ok, mais le slip... Les chaussettes, c'est important. Retour d'expérience. On va arriver doucement vers la conclusion et le takeaway. Tiens, le mur de la confusion, il revient.
C'est pour reprendre du coup l'idée du démarrage. Vous vous souvenez, il y a un mur parce que chaque équipe a des objectifs différents. Bah, faisons évoluer ces objectifs. Côté dev, ok, le code ne doit plus s'arrêter à votre boulot ne doit plus s'arrêter à j'ai fini, mon code, je l'envoie dans la CI, je m'en occupe plus. Il faut aller plus loin, il faut surveiller ce qui se passe, surveiller les impacts que ça a sur l'application, mais aussi sur les machines, sur l'infra. Du coup, il va falloir de l'outillage pour suivre aussi le monitoring, qu'est-ce qui se passe. Vous avez des besoins, super. Demandez à vos ops de quoi vous avez besoin, exprimez-le et travaillez ensemble pour vous outiller ensemble là-dessus. C'est bien parce que du coup, on commence à péter le mur qui est entre les deux populations. Côté ops, ok, c'est pas à vous de livrer. Vous allez être inquiet parce qu'il y a plus de changements. Bah, votre job, il est là. Facilitez ce changement. Par contre, sécurisez-le en travaillant sur les outils qui vont vous permettre d'être rassurés sur ce sujet. Pour fournir aux développeurs, du coup, les outils leur permettant, eux, de déployer, de livrer, en limitant le risque que ça pète. Et du coup, comme vous n'avez plus à vous concentrer sur des tâches qui ne sont pas forcément les plus valorisantes, tiens, en fait, on a besoin de toi pour livrer cette version en prod, bon, ce temps, il est gagné, parfait, vous pouvez vous concentrer sur des choses qui ont plus de valeur ajoutée, à savoir améliorer cet outillage. En termes de subtilité, on va aller vers de la conclusion. Pourquoi DevOps, de notre point de vue, ne tient pas ses promesses? En tout cas, j'espère qu'au travers des différents éléments qu'on a pu vous partager, vous avez compris que ce qui nous semblait important, c'était de mettre en avant l'intelligence collective et de faire en sorte que les individus travaillent ensemble. Malheureusement, c'est encore quelque chose qui est beaucoup trop ignoré aujourd'hui. Et je pense que s'intéresser à l'outillage, c'est cool en support, mais peut-être s'intéresser à la dynamique globale des groupes, ça aura plus de valeur. Tout le monde doit prendre sa part, j'aime bien l'expression. Être exemplaire, c'est essentiel. Si vous voulez faire en sorte qu'il y ait de bonnes relations humaines, vous ne pouvez pas demander à autrui quelque chose que vous ne faites pas vous-même. Je pense que c'est assez explicite, mais dans le cadre pro également. DevOps, c'est un changement de culture, un changement d'état d'esprit aussi, donc c'est quelque chose qui doit être accompagné. Le changement, c'est douloureux, ça prend du temps, il faut en être conscient, et on ne peut pas juste, en mettant une paire d'outils et un claquement de doigts, faire en sorte que tout s'améliore et que tout soit génial. Ça a du sens, ça a de la valeur, ça va apporter les fruits de ce qu'on veut, et de ce qu'on a évoqué au tout début de la presse. Prenez du temps, c'est quelque chose d'important. Partie indicateur essentiel si on veut mesurer l'amélioration continue aussi et prendre des décisions rationnelles. Surtout pas hésiter à en mettre en place pour justement mesurer tous les efforts que vous allez faire et leur impact positif ou négatif d'ailleurs sur le reste. Petit takeaway. Dès lundi, prochain incident qui va arriver, il arrivera, j'espère pas en prod, pensez à déclencher un post-mortem. On ne peut pas leur souhaiter vraiment d'avoir des incidents lundi en fait. Pas en prod. Pensez à déclencher un post-mortem, c'est rien, personne ne le fait en fait, de dire bon allez, on se pose autour de la table pour creuser ce qui s'est passé, ça fera la diff, c'est promis. Ne préjugez pas de la compétence de l'autre, mais échangez avec lui pour comprendre pourquoi il ne comprend pas et l'aider. S'il est venu vous voir, c'est déjà une bonne dynamique. S'il vient vous voir à chaque fois pour la même chose, ok, il y a autre chose. Par défaut, ne préjugez pas. Quand vous appelez à l'aide, appelez pas juste à l'aide, ça ne marche pas, fais mon taf. On l'a vu dans les plusieurs exemples, ça va frustrer. Commencez déjà à creuser, faire le premier pas, et après, aller chercher de l'aide pour collaborer autour du problème que vous n'arrivez pas à résoudre. Et enfin, là, ça ne vous concerne peut-être pas tous, mais si on voit le côté organisation, permettez à vos équipes de prendre ce temps, de collaborer aussi. Si vous êtes en effet dans des organisations où vous n'avez pas le droit de parler aux autres, ou pas le droit de déclencher les choses, ok, là, c'est compliqué. Dans la plupart des temps, la plupart des clients qu'on voit, ça maintenant, de plus en plus, c'est admis, donc profitez-en. Et c'est fini. Merci bien. Merci Devox.